Eh bien, on se retrouve pour cette seconde partie dédiée au Stark qui va traiter des unités. Sans transition, on va passer à la première unité qui est vraiment le fer de lance de l'armée, que sont les épéliges Stark. Donc, on va être toujours sur un coup de 5 points, ça n'a pas changé. Donc, l'unité, elle est toujours à 4+, et on va voir son ordre 4+ pour toucher, hein. Statistiquement, sinon à part le reste, je crois pas que ça ait trop changé. Je sais pas s'ils ont perdu un dé sur leur premier rang Oui, d'attaque. oui. D'accord. Donc ouais, je me suis pas trompé là-dessus. Et en ordre, ils vont avoir la Stark Fury. Donc celle-là a été un peu modifiée. Avant de faire une attaque de mêlée avec cette unité, vous utilisez cet ordre et votre attaque va gagner Critical Blow et Sundering. Et après avoir terminé cette attaque, vous subirez 2 blessures, moins une blessure pour chacun de vos rangs détruits. Alors je trouve que c'est une idée assez intéressante sur cette unité qu'ils ont voulu mettre en place, un petit peu comme ils ont voulu faire avec beaucoup d'unités de base, du jeu. Hem, Pas vouloir que ce soit une unité qui tape trop fort à 5 points, ça paraît cohérent et un bon moral, une défense correcte, donc c'est une bonne unité de base. Après, l'ordre est très intéressant. Enfin, je trouve que l'ordre est plus intéressant que celui d'avant, notamment le fait d'avoir Critical Blow, Sundering. Sur un bon jet de dés, on peut quand même faire mal. Et ça va être compliqué, de défendre pour l'adversaire et en fait, c'est assez stable puisqu'on sait combien de blessures on va prendre avant d'attaquer, donc ça, je trouve ça intéressant. Le défaut, le gros défaut de cette carte et on en a parlé, quand on parlait des cartes tactiques, c'est que notamment, ça ne va pas fonctionner avec, Winter Smite et Férocité Nordique. Donc là, c'est un petit peu dommage parce qu'on va avoir une unité de base qui va pouvoir taper un peu fort, mais on ne pourra pas lui mettre, le petit boost supplémentaire. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Après de base, c'est une unité qui est quand même vraiment sympa parce que 2 mots-clés, heu, voilà, bon c'est un ordre, mais sur une charge, ça peut être vraiment sympa. Après c'est toujours pareil, une fois que l'unité est engagée, la Stark Fury, c'est délicat parce que se prendre des blessures et tenter un Critical Blow Sundering, sur du 4+, c'est pas toujours évident. Mais, heu, mais voilà, quand on charge, on peut taper quand même correctement avec cette unité et pour une unité à 5 points, je la trouve pas mal. Mm. On passe ensuite aux Stark Outriders. Donc on est toujours sur un coup de 7 points pour cette cavalerie légère. Là, déjà ce qui saute aux yeux, c'est qu'ils ont perdu un +1 pour toucher, ils sont maintenant à 4+. Ils vont toujours avoir un ordre, la Swift Retreat. Donc en fait, quand vous allez être attaqué par un ennemi qui aura fini son attaque de mêlée, vous allez pouvoir faire une action de retraite. Et ensuite, ils vont toujours avoir cette capacité d'ambush. Donc les ennemis que vous chargerez de flanc ou de dos deviendront paniqués et affaiblis. Je trouve que c'est une carte assez intéressante. Je trouve que la carte, Stark en 1.6 était beaucoup trop forte, en fait. Elle était complètement déséquilibrée par rapport au jeu. Là, en fait, ça revient à une unité de cavalerie légère de harcèlement. Il va falloir l'utiliser, de manière intelligente. Ça va être compliqué, parce qu'elle va frapper de manière très molle, en fait, hein, réellement, quand elle va charger. Potentiellement couplée, là, avec une des cartes, ça va être intéressant. Et après, ça peut permettre de faire des retraites, de partir dans le dos de l'adversaire si on a réussi une charge de flanc au départ. Donc je pense que ça peut être une armée, une unité, relativement intéressante pour essayer de venir flanquer, puis après partir, dans le dos de l'unité pour poser des problèmes à l'adversaire. Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord. C'était une unité qui était beaucoup trop forte, 7 points, 4+ d'armure, 3+ pour toucher, 6 de mouvement, des capacités intéressantes. Donc oui, c'était en 1.6 beaucoup trop fort. Le 4+ pour toucher maintenant est tout à fait logique. 7 attaques au premier rang, très bien. 4 au deuxième, ça fait un peu plus mal, surtout en Stark où, voilà, on a envie de jouer une carte avec cette unité, ben, on va prendre 2 blessures. On n'a pas vraiment envie donc un peu compliqué et justement les cartes donc qui font 2 blessures moins un par rang détruit, bah, ça veut dire qu'avec une cavalerie, on prend 2 ou une blessure mais pas zéro, contrairement aux infanteries, sur un seul rang. Donc ça, c'est un petit peu dommage, donc on n'a pas très envie de jouer des cartes avec. Après voilà, comme l'a dit Walou, on charge de flanc ou de dos. Si, l'adversaire riposte, bah, on fait une retraite et ça reste une carte, une unité très intéressante et 4+, donc elle est pas si fragile donc très polyvalente. Moi j'aime toujours cette unité. Mm.
On passe ensuite sur une unité qui était emblématique chez les Stark, c'est bien évidemment les berserkers de la maison Omble. Donc eux, ils ont eu une réduction en coût, donc maintenant ils valent 6 points au lieu de 7. Par contre au niveau offensif, ils ont beaucoup perdu. Déjà pour toucher, ils vont être à 4+, de base. Ils vont avoir 7, 8, 9. Donc ça n'a pas changé parce que ils vont toujours taper plus fort avec plus de dés quand ils seront affaiblis, hein, vraiment au dernier rang. Au moral aussi, hein, ils ont pris un de plus. Hein. Ils étaient à 4, ils sont à 5 maintenant. Et là, ils ont perdu le Sundering, qui à mon sens fait vachement mal à l'unité, je trouve. C'est vraiment fort en termes de nerfs, ce qu'elle a pris. Et là, ça va être remplacé par une aptitude, c'est les haches de Berserker qui vont gagner +1 pour toucher à chacun de vos rangs détruits. Donc en gros, cette unité-là, elle va être vraiment effective quand il n'y aura plus qu'un rang. Et à côté de ça, on va avoir une capacité qui est le Unyielding. Donc vous subirez -1 blessure sur vos tests de panique ratés pour chacun de vos rangs détruits. Alors c'est une carte qui était, là, un petit peu comme la cavalerie, je trouve, un tout petit peu trop forte avant. Alors, la cavalerie, je la trouvais trop forte avant, celle-ci, je la trouvais un petit peu trop forte. C'est vrai que c'est une unité qu'on voyait souvent sur la table. Par contre, là, on peut dire qu'elle a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de nerfs d'un coup. C'est-à-dire qu'ils l'ont baissé, sur, comme tu le disais, le 4+. Maintenant, donc ça tape sur du 4+. Avant, c'était 8, 9, 10 dés. Donc, bah, ils ont baissé ça également. Et le Sundering qui a été enlevé. Euh, je trouve que ça va être une unité qui va être assez compliquée à jouer parce qu'elle va être vite ignorée par l'adversaire. C'est-à-dire que tant qu'on tape pas dedans, bon, même si l'adversaire va venir taper, allez, mettons qu'il ait mis 4 lignes dessus pour taper à 9 dés, ben, en fait, ça va pas être dévastateur quand même comme ça pouvait l'être avant. Et tant qu'on va l'ignorer, cette unité, il va pas se passer grand-chose. C'est-à-dire que l'adversaire va avoir joué 6 points qui seront potentiellement moins efficaces que les 5 points des péliches qu'on a pu voir avant. Donc je suis assez dubitatif. Une des façons de la jouer quand même de manière intéressante, bah, ça va être l'utilisation de Winter's Might, par exemple, ou de la férocité nordique, qui vont permettre à la fois de commencer à perdre des personnages pour pouvoir taper plus fort, et qui vont rajouter notamment le Sundering à un moment donné, qui permettra de faire vraiment la différence avec cette unité-là. Oui, alors là, le gros problème, c'est tout ce qu'a dit Walou, hein, je suis entièrement d'accord. Mais le gros problème, c'est une fois que l'unité est engagée, bah alors on est content, on a fait une belle charge à 9D, 4+, relançable, on va faire pas mal de touches. Bon, l'adversaire déjà va pas avoir de malus à l'armure, on n'a rien du tout. Donc on va pas faire tant de morts que ça. Et voilà, maintenant l'unité de Berserk, elle est engagée. Et puis voilà, maintenant elle tape sur du 4+, 7D. Alors il faut jouer 4 lignes si on veut commencer à taper plus fort ou d'autres cartes. Mais de base, voilà, on a une unité à 6 points qui est engagée et qui fera vraiment plus grand chose. Et ouais, c'est très très embêtant. Je pense qu'il faudra voir au niveau des attachements pour voir ce qu'il faut faire. Mais voilà, là on a un gros dilemme en se disant, ben, soit je vais essayer d'être très offensif avec, mais l'adversaire va sûrement l'ignorer et ça va quand même pas faire si mal. Soit je vais essayer de faire en sorte que l'adversaire me tape dessus, mais voilà, c'est tout un setup à réussir à faire, à mettre des attachements, des choses, pour que l'adversaire ait envie de l'attaquer et donc de ne pas l'ignorer. Et ça, c'est pas évident. Mm. On passe ensuite aux archers Stark. Donc ces archers, qui sont toujours à 6 points, hein, le coup n'a pas changé, qui vont avoir une stat offensive assez correcte, hein, c'est 7D sur 2 rangs, sur du 3+. Donc pour toucher, on va pas avoir trop de mal déjà au niveau du tir. Hein. Bon, au corps à corps, ça va rester moindre. Et des capacités. Donc en fait, avec la volée de flèches, vous allez pouvoir ignorer les terrains qui vont déterminer la ligne de vue, donc tout ce qui va être bloquant. Et le défenseur, s'il rate son test de panique après votre tir, eh bien, il pourra, il va devoir oublier toutes les capacités d'ordre qu'il peut avoir jusqu'à la fin du round, oui, et il deviendra affaibli. C'est une des unités les plus intéressantes chez les Stark. C'est à l'heure actuelle, je pense, une des unités les plus fortes qu'on peut sélectionner dans les Stark. Le coût est correct. La capacité de tir est vraiment très bonne, hein, puisque sur 2 rangs, enfin en restant 3 rangs et 2 rangs, on arrive à continuer à tirer sur du 3+.
Et en plus, il y a cette fameuse règle où, dès qu'on va tirer, on va ignorer les lignes de vue. Je trouve que c'est une carte qui est très intéressante et on le verra, il y a un attachement qui peut être excellent avec, qui va permettre de rendre cette unité, vraiment, vraiment, vraiment très intéressante. Donc, vraiment une bonne pioche chez les Stark, je trouve. Ouais, ouais, c'est contradictoire, hein, parce qu'on s'imagine en Stark avoir une bonne unité rapide qui va taper fort. Ben non, la meilleure unité, c'est des archers. Alors c'est un peu dommage, et puis surtout que c'est pas censé être les archers les plus forts de Westeros, mais bon, ça c'est pas très grave. Parce qu'en vrai, 6 points, 7 d 3+, ben, c'est la seule unité de tir qui peut faire autant de dés toucher à 3+, pour, ce point-là. Il y a les Stormcrow, touchent sur 4+, pour 6 points. Sur du 3+, on a les arbalétriers, garde de nuit, 7 points aussi. Là, les arbas, Lannister, on passe à 4+ pour toucher. Donc au final, 7 d 3+, ben ouais, c'est très solide. Et comme l'a dit Walou, on verra avec l'attachement, très sympa. Le bémol, c'est 7 en morale, mais bon, c'est normal aussi. Puis 6 d'armure, ça fait quand même assez mal. Parce que voilà, beaucoup d'archers ont quand même du 5+. Bah, pas eux. Mm. Ouais, alors je vais me permettre de compléter une petite chose. Donc je pense que cette unité est un peu plus forte, comme on le disait, parce que notamment, en fait, parmi les 7 cartes tactiques de basique chez les Stark, il y en a qu'une seule qui va fonctionner avec elle, et ça, c'est dramatique, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont boosté un petit peu plus, c'est-à-dire que la plupart des cartes fonctionnent avec les attaques de mêlée, ou des charges, ce qui ne va absolument pas intéresser les archers. Et du coup, en fait, c'est ça, 6 des 7 cartes tactiques vont être inutiles avec ces archers. Ça, c'est le vrai bémol, en fait. Mm. Oui, c'est assez vrai, même si c'est assez vrai aussi dans les autres decks, hein, il me semble. Mm. On passe du coup au bouclier loué de la maison Tully. Ils vont être à 6 points, ça n'a pas changé. En stat offensive, on voit tout de suite qu'ils ont perdu +1 pour toucher, hein. Maintenant ils sont à 4+ au lieu de 3. Ils vont avoir un ordre, le mur de bouclier, donc quand un ennemi va effectuer une action d'attaque de mêlée sur votre unité, après le jet de défense, vous allez pouvoir bloquer plus une touche pour chacun de vos rangs restants. Couplé à ça, vous allez avoir la Stubborn Tenacity, donc à chaque fois que vous allez passer un test de panique, vous allez le réussir. L'ennemi qui est engagé avec vous subira une blessure. C'est une bonne unité défensive, je trouve. Je trouve qu'elle est très intéressante, notamment sur sa capacité à bloquer des touches. Mis sur un objectif important, ça va être vraiment compliqué pour l'adversaire de venir les chercher. Euh, En plus, sa capacité d'ordre qui va permettre de bloquer des touches, couplée avec un NCU, va permettre de pouvoir le faire plusieurs fois dans le round, si vraiment, par exemple, on a besoin de bloquer un objectif central. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Euh, Avant, elle était tapée plus fort, donc le fait qu'ils aient nerfé ça, c'est pas très grave. Et globalement, je trouve que c'est une bonne unité. La seule chose que je ne comprends pas très bien, c'est l'intérêt d'avoir mis l'effet de la réussite du test de panique pour mettre une blessure à l'adversaire. Là, pour le coup, je vois pas forcément l'intérêt par rapport à ce type d'unité. Oui, et je rajouterais même que ben, on a perdu notre belle carte qui faisait des bonus au moral, hein, la Dire Wolf's Fervor, qui faisait des bonus, donc on aurait pu se dire, bon, bah voilà, on a un bon moral en Stark, on va améliorer le moral, mais non, 6 en moral, c'est moyen maintenant. Et il y a très peu de choses pour améliorer. Alors, il y a quelques attachements, il y a un NCU, mais ça reste assez léger. Et donc, ouais, je suis d'accord, cette capacité est un peu embêtante. D'autant plus qu'un des attachements qu'on voudra mettre le plus dedans le donne aussi. Donc, bon. Mm. On passe ensuite à la seconde unité de la maison Omble, les Grandes Haches, qui vont rester sur un coup de 7 points. Donc eux, pareil, offensivement, il y a eu pas mal de modifications. Bon, nativement, ils vont avoir un Thundering, ce qui est quand même pas mal. Ça va être 7 dés sur du 3+, au maximum. Donc
Donc ils vont avoir ce Sundering et un ennemi, qui ratera son test de panique, suite à l'attaque des grandes haches subira plus une blessure pour chacun des rangs détruits dans l'unité de grande hache. Ensuite, comme leurs frères, cousins, les berserkers, ils vont avoir unyielding, donc toujours ils subiront moins une blessure sur les tests de panique ratés, qu'ils auront donc moins une blessure pour chacun de leurs rangs détruits. Et à noter aussi qu'ils ont eu un plus 1 en morale, donc ils sont passés à 5 de morale. Ouais, c'est une unité intéressante, hein, quand on parle sur la globalité des stars qui est un peu forte au global, c'est normal, les modifications des statistiques qu'il y a eu là, enfin je trouve. Ça va devenir du coup notre, bah, ça va être le fer de lance du corps à corps, quoi. C'est-à-dire que ça va être vraiment, si on veut aller taper au corps à corps, je pense, l'unité qui sera le mieux armée pour ça. Puisque 7D3 plus Sundering, c'est quand même, très sympathique et même une fois qu'on a perdu un rang, ça reste quelque chose d'assez stable et d'assez intéressant. Heu, Là aussi, il y a des bonnes cartes tactiques qui vont pouvoir fonctionner avec, notamment, là pour le coup, c'est la férocité, nordique qui va pouvoir être intéressante. Parce que du coup, là, on aura un intérêt à mettre le vicieux pour baisser le moral de l'adversaire et essayer de lui faire encore plus mal, avec en fait ce bonus de dégâts. Voilà, donc je pense que c'est une unité intéressante et ce sera une bonne unité de corps à corps, chez les Stark. Ouais. Alors, on va avoir un défaut principal, c'est son coût. Alors 7 points, dans l'absolu, 7 points pour 7D, 3+, et cetera, c'est pas mal. Mais, voilà, quand on va faire notre liste Arc, on va être là, ben, 7 points, bah, c'est assez chaud à caser parce qu'en fait, on va avoir besoin de mettre des attachements pour se renforcer un peu et eux n'en ont pas. Donc c'est une bonne unité pour le commandant, je trouve, parce qu'après, si on met un attachement, qu'on monte à 8-9 points, ça commence à te faire vraiment cher et j'ai du mal. Mais, heu, mais ouais, c'est une bonne unité quand même. Et moi, ce qui me gêne principalement avec cette unité sinon, c'est donc sa capacité, faire une blessure de plus sur les tests de panique, par rang qu'on a perdu. Donc ouais, quand on n'a plus qu'un rang, on tape à 4D, on tape à 4D, ouais, on fera 2 blessures de plus sur le test de panique raté, si jamais on arrive à le faire rater, ce qui n'est pas gagné du tout. Donc c'est ouais, c'est une capacité très, très anecdotique. Pour dire les quelques parties que j'ai faites, j'ai jamais réussi à m'en servir. Ouais, ce que je trouve intéressant, alors là, pas en termes de cartes, mais en termes de fluff, c'est qu'on voit bien que du coup, les cartes des Ombles, là, se rapprochent un petit peu, des cartes des Bolton et du coup, dans une, composition d'armée un petit peu fluff, où on va avoir des Bolton qui vont mettre beaucoup de malus ou beaucoup de paniqués. Là, ça peut devenir intéressant de faire un mélange Stark-Bolton avec ce type d'unité qui peut du coup, ça peut être très drôle, je pense. Mmh. On passe ensuite aux Cranogmen, donc les pisteurs paludiers. On va être sur un coup de 5 points et là, on va avoir des statistiques. Offensivement, on va être sur du 4+ pour les 2 attaques. On va être assez misérable en défense, hein, avec du 6 de sauvegarde, 7 de morale. On va bouger vite tout de même. On va avoir un ordre qui est le Hidden Traps, donc les pièges cachés. Quand une unité ennemie à longue portée qui ne sera pas engagée fera n'importe quelle action, avant de résoudre cette action, elle subira une touche pour chacun de ses rangs restants. Et si jamais elle charge, elle subira une charge désordonnée sur un jet qui fera 1 ou 2 à ce tour-ci. Et elle va avoir un deuxième ordre qui est, comme les cavaliers, la Swift Retreat. Donc quand vous l'attaquerez, enfin quand votre unité sera attaquée en mêlée, vous pourrez à ce moment-là faire une action de retraite. Alors personnellement, j'ai jamais su utiliser cette carte, enfin cette unité en 1.6. Je pense qu'en 1.7, je n'y arriverai pas beaucoup non plus. Heu, il va vraiment falloir, je pense, faire, une armée autour des Crannog pour pouvoir, vraiment optimiser ça. Il y a aussi des cartes de robe qui vont robe générale qui vont être intéressantes avec cette unité. Après, je trouve qu'elle va être difficile à utiliser dans une conception d'armée puisque, l'autre unité de tir va être plus intéressante et l'autre unité, de base à 5 points va être plus intéressante. Donc si on les utilise, j'ai envie de dire, il va falloir faire très attention et pas trop les coupler avec enfin, ou en tout cas les coupler avec des unités qui sont beaucoup plus solides au moral ou en défense pour, pour rester au moins solide ailleurs et un peu plus fragile sur celle-là, mais avoir une sorte d'équilibre dans l'armée. Alors moi, cette unité, c'est, on va être honnête, c'est ma grosse, grosse déception Stark 2021.
C'était une unité que j'adorais jouer, heu, qui pouvait être extrêmement forte, mais déjà il fallait réussir à la jouer. C'était pas évident et elle avait, pour être bien jouée, il fallait absolument une chose toute simple, il fallait la double activation. Donc il fallait avoir plus d'activation que l'adversaire, jouer en dernier, profiter de cette unité, jouer avec, je sais pas moi, la manœuvre gratuite d'Aria, le Swift Advance, des choses comme ça et cumuler les attaques. On a perdu ce côté, multi-activation, donc ça va être compliqué déjà de les utiliser. Ils ont en plus perdu le double tir, donc vraiment une unité maintenant, j'avoue que je suis très dubitatif, je vois pas comment la jouer. Alors, j'ai pas creusé le côté Kranog et cetera de Holland Reed, mais là actuellement, je suis devant cette unité et je me dis: «Je ne sais pas quoi en faire». Mmh. C'est simple, je sais pas. Et c'est fort dommage. On passe ensuite à la garde d'honneur d'Eddard Stark. Donc avec une petite règle qui sera bien évidemment pour les jouer, il faudra qu'il y ait Eddard Stark et qu'il soit dans, attaché dans cette unité hein, en commandant. Donc la garde d'honneur, elle est à 6 points, donc un point de plus que les épées liges. On va voir pourquoi. Donc ça reste globalement des épées liges qui sont un peu boostés, hein. Ils vont avoir une 3+ cette fois pour toucher, et une 3+ en sauvegarde, et le même ordre qui va être la Stark Fury. Je trouve cette unité intéressante, du coup, bon, malheureusement, on pourra l'utiliser qu'une fois qu'on aura Eddard à l'intérieur, mais je pense qu'avec Eddard Général, ce sera une unité qui sera très, très, très intéressante, puisque c'est une unité tanky et qui va taper fort. Il y avait peut-être pas besoin de mettre les 2, soit de la rendre, plus tanky d'une certaine manière, soit de la rendre plus agressive, mais c'est une très bonne carte. Si on la compare, par exemple, avec, l'unité de Joffrey qui, ne peut fonctionner qu'avec, Joffrey, les héros Lannister 2, hem, je trouve que celle-ci est peut-être un peu moins bien dans ses effets et ses tricks, mais ça reste une bonne unité pour, Eddard Général. Ben, c'est marrant, moi, ça va être l'inverse de l'unité précédente. C'est, voilà, ma belle surprise Stark 2021, c'est la garde d'honneur. Alors oui, il faut Ned, mais Ned, c'est, je pense le commandant que je préfère. Le paladin, le paladin! Déjà, voilà, d'un point de vue fleuve, c'est Ned, c'est comme ça et en plus niveau carte, on le verra, mais c'est un commandant que j'aime beaucoup et cette unité, ben, 6 points, touche 3+, d'armure, critical blow, sundering. Heu, Si on réfléchit avec la version précédente, c'est quasiment des frères jurés pour 6 points, quoi. Donc OK, il y a un ordre, OK, on prendra des blessures, mais waouh, quoi, ça fait quand même super mal. Donc et avec 3+ d'armure, pas 4. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Mmh, Moi vraiment, c'est une unité que j'adore et ouais, c'est tout. OK. On passe ensuite sur, si je puis dire, les cousins germains, ennemis, de ceux qu'ils ont, de leurs cousins de Castral Rock. On va être sur la cavalerie Tully. Une baisse de coup en points, on va passer à 8 points. Avant, on était sur du 9 points. Bon, on avait vu la cavalerie Lannister, lors du précédent podcast, donc là, au niveau statistique, ça va être très, très similaire. Un Sundering natif qui va rester, même en étant engagé. 2 touches en plus si vous avez tous vos rangs, quand vous allez charger. Donc voilà, hein, c'est plus une touche pour chacun de vos rangs restants en charge. Par contre là, au lieu d'avoir une Stark Supremacy, on va avoir un Embolden. Donc toutes les unités à courte portée, les unités amies, il faut le préciser, auront un +1 à leur jet de test de morale et de panique, y compris la cavalerie Tully. Je trouve que c'est une unité qui est assez intéressante. Bon, c'est une cavalerie lourde qui va permettre de taper fort. C'est ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une option de plus chez les Stark qui va vraiment être bien. Le petit défaut de ça pour moi, tout simplement, c'est que c'est 8 points et comme le disait Bob Bernard tout à l'heure, 8 points, quand on était sur les grandes haches, ça coûtait un peu cher. 7 points sur les grandes haches, c'était un peu cher. 8 chez les cavaleries Tully, va vraiment falloir faire des concessions pour les mettre. Ouais et après, on a un autre défaut, c'est que c'est une cavalerie. Une cavalerie, en général, on la met pas au milieu de notre attaque pour charger tout droit, enfin ou alors,
je me trompe de concept, mais avec le 5 en mouvement et les manœuvres gratuites, etc., on va essayer un minimum de contourner l'adversaire. Donc ma cavalerie, elle va contourner l'adversaire et bah, j'aurai plus un en morale tout seul. Et c'est génial, quoi. Il y a pas grand monde pour les suivre. Alors, à moins de faire une armée cavalerie avec des outriders, etc. Mais c'est bien. Mais pareil, bah, on a deux cartes quasiment inutiles. Les deux cartes qui font des blessures parce qu'on n'a pas de rang détruit. Enfin, voilà. J'ai essayé une armée comme ça avec deux outriders et une Tully. C'est pas mauvais, mais clairement, ça va pas trop avec le reste de l'armée, avec le deck, etc. Donc c'est délicat. Mm. On passe ensuite à une unité qui n'est pas encore sortie. Enfin, à l'heure où on enregistre, hein, quand ça sortira, elle sera probablement sortie. En tout cas, je l'espère pour vous. Parce que moi, je la trouve très séduisante. Et pour le coup, on va parler. Ce sont des femmes, hein. Donc, les She-Bears, je pense que je peux traduire ça par femmes ours de la maison Mormon. Donc, des combattantes qui vont valoir 6 points. Donc, déjà au niveau du prix, c'est pas mal. Et moi, quand je vois les statistiques, ça me plaît beaucoup, hein. Je suis pas joueur Stark, mais je trouve ça sympa. Donc sur du mouvement, on va être à 5, la base. Au niveau offensif, bon, pour 6 points, on va être sur 7, 5, 4 au niveau des dés. On va toucher sur du 4+, un bon 4 en armure, un bon 6 en morale aussi, hein, pour le coup en points. Là, un ordre qui fait le sel de l'unité, le Warcry, l'emblématique maintenant de la 2021. C'est vraiment une superbe capacité qui revient dans plusieurs armées, dans plusieurs choses. Donc, au début d'un tour ami, avec cette unité, vous pourrez faire un test de morale. Bon, c'est un test à 6. Sur un succès, vous allez pouvoir cibler un ennemi à longue portée et il deviendra paniqué et vulnérable. Et en termes d'attaque, ce qui va être sympa, c'est que vous allez avoir nativement un critical blow. Donc voilà, hein, si vous faites beaucoup de 6, si vous êtes chanceux, ça va être cool. Et vous aurez +1 pour toucher pour chacun de vos rangs détruits. Alors, je vais faire ma mauvaise langue et dire que Cool Mini or Not fait un petit peu de Games Workshop. C'est-à-dire qu'elle va arriver directement sur le marché et être une des unités indispensables de notre armée, notamment par rapport au Warcry, parce que c'est du coup devenu une capacité, pas essentielle, mais extrêmement importante, par rapport à notre, métagame du jeu. C'est vraiment une capacité qui est pas vitale, mais qui est très, très forte. Donc, je pense que ça va être une unité qui va très vite rentrer, dans ça. Sur une charge avec le Critical Blow, ça va être pas si mal que ça. En fait, finalement, elle a l'air intéressante. Maintenant, comme je ne l'ai pas testée sur table, je peux pas dire si elle va être efficace sur la table. Après, là où pour les berserkers, l'adversaire va pouvoir l'ignorer, cette unité-là, l'adversaire ne pourra pas l'ignorer parce que tant qu'elle restera sur table, chaque tour, ou en tout cas 2 tours sur 3, il va récupérer un paniqué vulnérable, ce qui va être très pénible pour lui. Et du coup, là, à chaque fois qu'il va commencer à nous taper, on va pouvoir taper beaucoup plus fort. Et associé notamment à Kathleen, qui va pouvoir toujours nous permettre de taper avec le plus grand nombre de dés d'attaque, ça peut devenir très intéressant. Ouais, au final, grâce au Warcry, ça pourra taper plus fort qu'un berserker. Alors ça pourra aussi servir justement à nos berserkers. Ça peut être une unité de soutien qui va être là voilà, à booster les autres, ou alors elle peut se booster elle-même, entre guillemets. Bon, elle a 6 en morale pour le Warcry, ça reste correct, mais c'est un des Warcry les moins fiables de la 2021. Mais ça reste, ça reste largement faisable. C'est une unité qui est agréable parce que le Critical Blow, c'est quand même pas mal. C'est quand même sympa, donc bon, voilà, c'est une bonne unité de soutien. J'en mettrai pas 4 dans une armée, mais une unité en soutien, il y a des attachements sympas avec, donc ouais. Mm. Et je rajouterai une petite chose, elle va fonctionner pour le coup très bien. Là où tout à l'heure les grandes haches fonctionnaient pas avec le Winter Smite, elle va fonctionner très très bien avec le Winter Smite ou avec d'autres cartes, donc c'est quand même plutôt intéressant. Clairement. On va finir au niveau des unités avec quelle unité peut être plus emblématique pour les Stark? Les loups géants. On va parler de vent gris, d'été et de broussailles. Donc les loups ont pas mal changé maintenant, ils valent 3 points chacun. Bien évidemment, ils vont avoir une règle, donc il faudra que leur propriétaire, à savoir Rob, euh, Bran ou Rickon, soit sur le terrain pour les posséder dans votre liste. Donc 3 points, ça je l'ai déjà dit. Euh, Ils vont perdre un +1 en défense qu'ils avaient, donc là ils sont sur du 4+, ils vont se défendre moins bien. Par contre, ils ont gagné 2 PV de plus.
Offensivement, ils vont être meilleurs. Ils vont avoir du Sundering. Ils vont avoir 4 dés d'attaque de base. Et pour Vangri, on va avoir le Disrupt. Donc les ennemis engagés par cette unité auront -1 pour toucher. Pour été, on va avoir toujours la contre-charge. Donc quand l'unité de Bran sera attaquée, euh, enfin j'allais dire Summer, mais je préfère parler français. Voilà, été, il va pouvoir charger, il va pouvoir attaquer l'unité qui agresse Bran, hein, c'est le protecteur. Et dans le cas de Broussailles, on va avoir vicieux et on aura plus un dé d'attaque pour chaque blessure que le loup aura subi. Alors personnellement, donc je trouve que ces 3 nouveaux loups sont très intéressants. Ça va être très compliqué pour, les anciens joueurs Stark, d'intégrer le fait que nos loups ne sont plus des chips qu'il faut protéger à tout prix et nous dire qu'il va falloir les emmener au combat, et avoir l'audace et le courage de les emmener au combat. C'est des unités qui sont, je trouve, très intéressantes. Alors, très intéressantes pour 2 d'entre elles. J'aime beaucoup Vangri, j'aime beaucoup Broussailles. J'ai un peu plus de réserve sur Été, qui lui aura un aspect plus défensif et du coup qui sera peut-être un peu plus technique à jouer, je pense. Par contre, ce qui est très intéressant, Vangri, je trouve que c'est une 2e lame qui est très intéressante et sur une unité qui va frapper un peu molle, une unité adverse qui va frapper un peu mollement, ça peut être génial d'aller le coller en plus parce que ça fait encore -1 pour toucher. Donc dès que ça va être une unité qui va avoir perdu, on va dire un rang, si c'était une unité qui tapait avant sur du 4+, ça va être très compliqué, d'avoir ce loup engagé, donc ça peut être très intéressant. Pour, du coup Broussailles, hein, Shaggy Dog, lui c'est, une 2e lame parfaite, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vous faire beaucoup de blessures d'un coup. Statistiquement, il va mettre, 3 touches. Les loups vont réussir à taper 2 flancs, donc statistiquement, il va toujours mettre 2-3 blessures sur l'attaque et avec, du coup, Broussailles, il y a de fortes chances qu'il mette 2 blessures sur un test de morale en plus. Donc c'est potentiellement de manière assez stable, un rang qui va sauter avec Broussailles, presque un rang qui va sauter avec Vangri, donc c'est, je trouve, des 2 loups qui sont extrêmement intéressants. Oui, alors comme tu as dit, hein, déjà été, alors je vais être méchant, mais moi je le mets à la poubelle, hein, directement, parce que Oh, déjà il est vraiment Moche, pas c'est très moche. bon. Ouais, c'est moche, mais déjà il est pas très bon et on verra Odor derrière. Odor, ben voilà, s'il y a une coupe pour l'attachement le plus merdique du jeu, ben on la mettra à Odor. Alors, sinon, voilà, Odor. donc été, j'en parlerai pas. Voilà, on le met à la poubelle et on parle des 2 autres. Alors, oui, bon, tout a été bien résumé par Walou. C'est pas mal, mais 4 plus d'armure, ben, un loup, ça peut très, très vite sauter. Un mauvais placement, un coup d'archer, il va voler. Heu, un coup de pas de bol, parce que l'adversaire, il a une cavalerie, il a machin, il a une armée qui est potable et pas vous et puis, bah, du coup, bah, il a de la cavalerie un peu partout, au hasard des Targaryens qui vont, se faire plaisir quand ils verront des loups. Heu, bon, voilà, ils peuvent être très, très intéressants. Il y a des armées contre lesquelles ils vont être très bien et il y a des armées contre lesquelles ça va être un boulet à 3 points, quoi. Ça fera une activation, mais ça fait cher l'activation pour pas faire grand chose. Bon, on verra bien. Hmm. On en a fini avec les unités. Est-ce que vous avez un mot pour compléter vos analyses sur la globalité de ces unités Stark et la refonte qui en a été faite? Mais je trouve que globalement, les unités, sur la vision globale ont l'air assez intéressantes prises indépendamment comme ça. Il y a des choses qui ont l'air intéressantes à faire et c'est le premier a priori que j'avais en regardant juste les cartes d'unités quand elles sont sorties et une fois qu'on a testé les unités et ben, en fait, il va falloir qu'on change, joueur Stark radicalement de braquet par rapport à ce qu'on faisait avant. Clairement, on va plus pouvoir jouer, monter en activation très haut ou alors qu'on va monter à 8 activations. Ce seront des activations molles et pas forcément très intéressantes. Donc ça va être beaucoup plus difficile de jouer Stark, beaucoup plus technique de jouer Stark. La preuve en est que alors personnellement, depuis que la version est sortie, à l'heure, où on enregistre le podcast, j'ai fait 5 parties en Stark et je suis à 5 défaites. Alors j'étais soit sur 3 parties d'entre elles, j'étais joueur Stark et 2 parties contre et en fait, la seule chose qu'on a vue et là, c'est
par rapport aux unités, mais par rapport au mélange de tout ce qu'on a pu voir avant et ce qu'on verra après, une énorme frustration de se dire qu'on court toujours après et on a l'impression qu'il manque un petit quelque chose, une petite unité soit pas très chère, un petit point gagné quelque part, un petit sundering en plus qui nous rendrait la vie acceptable et là, il nous manque ce petit truc, un tout petit truc qui nous permettrait, bah, d'être mieux sur les unités, en tout cas. Ouais, on a un gros, gros, gros changement de gameplay, de style de jeu. En Stark, en 1.6, on essayait de faire une belle grosse Alpha Strike, donc attaquer le premier, une charge en premier, heu, venue de nulle part, hein, Arya, Swift Advance, Berserker qui faisait une charge à 20-25 pouces. Ben, clairement ça on oublie, hein. Alors, on peut faire des choses assez proches, mais nos berserkers, ils vont faire pareil et puis ils vont rebondir gentiment sur l'unité en face. Là où avant, elle pouvait faire un one shot et faire un gros trou, bah, maintenant, bah, si vous voulez faire de l'alpha strike, bah, vous allez juste vous manger le retour de bâton et ça vaut pas le coup. Donc le style de jeu est extrêmement, extrêmement défensif, même si on le dirait pas. Heu, voilà, on va vouloir, faire venir l'adversaire, faire avancer l'adversaire. Pourquoi pas le faire, avancer pour être à portée des archers et cetera et et une fois qu'on aura pris des attaques, on pourra peut-être tenter une charge de flanc, le loup qui va arriver, plus essayer de se mettre à plusieurs contre 1, faire tomber rapidement l'unité adverse et continuer comme ça. Donc c'est un style de jeu assez particulier. J'ai l'impression de revoir une armée de Stag Knight. Les Stag Knight, en 1.6, hein, qui devenaient, corrects quand ils avaient plus qu'un rang. Bah, voilà, on a le concept entier sur une armée. C'est dur, c'est dur. Je Heu, compléterai, oui, si je peux compléter juste un peu, là où toi tu voyais les Stag Knight, moi je voyais les Lannister, dans la conception de liste d'armées. C'est-à-dire qu'à la fin, il nous manque toujours un petit point quelque part. C'est-à-dire qu'il nous manque un point pour vraiment avoir quelque chose de stable et qui peut rivaliser avec les autres, quoi. Voilà. mmh, je suis assez d'accord. Sur, ces paroles, on peut terminer cette partie qui est dédiée aux unités. Je vous dis à très vite pour la troisième partie dédiée aux attachements et au NCU Stark. À très vite.